Début des consultations politiques côté wallon et bruxellois. Les socialistes sont aux commandes. On retrouve Frédéric Delfosse dans un instant. L'hommage des étudiants bruxellois aux victimes de la fusillade du musée juif. 1 minute de silence a été observée ce matin. Ils sont tordus, bossus ou trop petits. Les légumes abîmés pourraient faire leur grand retour dans nos supermarchés. C'est ce que nous verrons dans ce journal. Enfin, un héritier pour Monaco. Le prince Albert et Charlène attendent leur premier enfant. J'ai vécu le débarquement, émission spéciale pour les 70 ans du débarquement de Normandie, à suivre juste après ce journal. Bonsoir, les consultations politiques pour la formation des majorités régionales sont donc entrées dans le vif du sujet ce vendredi. On va s'intéresser d'abord aux négociations côté wallon. Elio Di Rupo et Paul Magnette sont à la manœuvre. Une journée suivie par Frédéric Delfosse, François-Xavier Vanleu et Thomas Quinet. Elio Di Rupo et Paul Magnette ne font pas le pont de l'Ascension. Ils attendent patiemment leur interlocuteur. En fait, mon frère va être là. Monsieur Eugène, vous allez bien? Une première journée de consultation pour former les prochains gouvernements, un peu plus rapide que prévu. Initialement, on se disait qu'on pouvait commencer lundi, mais nous étions prêts, on avait fait tout un travail préparatoire qui était clôturé mercredi, et donc il n'y a pas de raison d'attendre. Ne pas attendre et montrer que l'on s'attelle à la tâche, tout comme a su le faire rapidement la communauté germanophone. Trop vite, peut-être, pour le président du CDH. J'ai simplement été interpellé, je le suis toujours, et attristé, qu'il y ait effectivement cette coalition, cette alliance qui se soit mise en place. C'est interpellant. Voilà. Et on est dans un pays démocratique, on peut encore s'exprimer et dire cela. Benoît Ludgen a rappelé les priorités du CDH et espère faire partie des prochaines équipes gouvernementales. Même envie pour le président du mouvement réformateur. 4 heures plus tôt, même lieu, même attente. J'ai réexpliqué nos convictions pour créer des emplois supplémentaires, pour favoriser la qualité de l'enseignement. Donc vraiment une conversation approfondie sur le programme et sur le projet. Chacun réaffirme ses objectifs. Le PS choisira plus tard son ou ses partenaires, sans obligation d'avoir les mêmes à tous les étages. Même si on est dans un système fédéral, et je ne pense pas qu'on doit forcément avoir les mêmes majorités partout, on pourrait avoir des majorités différentes, mais il faut quand même savoir les uns et les autres ce que les uns et les autres vont faire pour essayer d'avoir le plus, là aussi, de cohérence globale. Premier round terminé. Pour les commentaires et les premiers indices, dixit le Premier ministre, on attendra lundi. Première ronde de négociation aussi, je le disais, côté bruxellois. Là, c'est Laurette Ankelings qui est à la barre et elle a reçu cet après-midi les présidents du MR et des FDF, Martin Vachéry, Pierre Alterman sur place. De la musique, des frites et une belle ambiance de fête. Bienvenue aux négociations bruxelloises. Enfin, pas tout à fait. Mais c'est au milieu de cette foule qu'arrive le président du mouvement réformateur. La rencontre a lieu au BIP, le grand centre d'information touristique. Une petite fête pour vous accueillir, Madame Ankelings, ça vient des choses. En effet, j'apprécie. La deuxième formation politique de la capitale, représentée par Charles Michel, entame les discussions en premier. L'informatrice Laurette Ankelings a décidé d'avancer ses entretiens avant le week-end. Après 1h40 de discussion, le leader des réformateurs est souriant, mais pas très bavard. Il y a un échange sur le programme, sur le projet, sur les propositions, et c'est normal, les élections ont eu lieu. Le mouvement réformateur a fort progressé en Wallonie, à Bruxelles. Le moment est maintenant venu de voir comment on peut réaliser les engagements qui ont été pris. 5 minutes plus tard, place au deuxième invité de la journée, Olivier Minguin, président des FDF. Le troisième parti à Bruxelles est en bonne place pour discuter. On a nos objectifs, on connaît nos priorités. C'est ce que je vais exposer à Mme Ankelings. Après une bonne heure de discussion, le sourire est toujours de mise. Le parti d'Olivier Minguin semble être un partenaire privilégié pour une possible coalition avec les socialistes. C'est une vision de Bruxelles bien déterminée et que nous pouvons rejoindre sur certains aspects, notamment dans la lutte contre la dualité sociale, qui est une menace réelle sur la cohésion de cette région. Mais nous sommes soucieux de maintenir des classes moyennes. Et là, il y a encore beaucoup de travail à faire. Lundi, les présidents du CDH, d'Ecolo, du PTB et de l'Open VLD viendront conclure ce premier tour de négociation. Voilà pour les régions. Qu'en est-il maintenant du niveau fédéral? Bonsoir Frédéric Delfosse. L'informateur Bart De Wever travaille lui aussi. Il doit faire rapport au roi la semaine prochaine, mais clairement, il a choisi la discrétion, Frédéric.
Oui, à l'image du communiqué qu'il a publié mercredi soir, une phase de contact discret commence. Alix, l'informateur va utiliser en toute tranquillité ce long week-end. Aucune communication ne sera faite et il est demandé aux interlocuteurs qu'il a rencontrés mercredi de rester particulièrement discret. L'agenda ne sera pas rendu public. Voilà, ce sont les termes de ce communiqué de l'informateur royal, le premier d'ailleurs, après ses premiers contacts. Et cette discrétion, elle a été respectée ce vendredi car la plupart des présidents de parti que nous avons croisés ici rue de la Loi et rue Royale, eh bien, sont restés discrets sur ce qui se passe au niveau fédéral. Et c'est clair que les contacts de Bart De Wever sont très discrets, voire pas encore très précis. Sans doute, on n'est qu'à la moitié du week-end, ils viendront un petit peu plus tard. Et d'ailleurs, pour vous dire qu'il ne se passe pas grand-chose dans l'univers politique flamand, ici, alors que l'on parlait que des gouvernements francophones ou des gouvernements wallons, eh bien, toute la presse flamande était là pour suivre les négociations avec des débats en français. C'est un signe qu'il ne se passe pas grand-chose au nord du pays. On attend donc maintenant dans les états-majors des partis que Bart De Wever lui-même reprenne des contacts, vienne chercher des informations avant de rendre son rapport la semaine prochaine au roi. C'était Frédéric Delfosse, merci beaucoup Frédéric. Alors on va tenter de savoir maintenant ce que peuvent bien se dire tous ces négociateurs. Bonsoir Benoît Dutot, vous nous avez rejoint. Certaines coalitions semblent s'imposer plus que d'autres. Quelles sont les possibilités côté francophone? Oui Alix, la particularité de ces élections, c'est qu'aux différents niveaux de pouvoir, de nombreuses coalitions sont mathématiquement possibles et que personne n'est véritablement incontournable. Côté francophone toutefois, au Parlement wallon et au Parlement bruxellois, eh bien c'est le PS qui a clairement la main et deux types de coalitions sont les plus probables. Soit le Parti socialiste s'allie au MR et on constate qu'au Parlement bruxellois, ils obtiennent tous les deux une majorité au sein des députés francophones. On peut y ajouter les FDF, troisième parti à Bruxelles, pour renforcer cette majorité, ou le CDH. Au Parlement wallon, on voit que le Parti socialiste et le MR ont une majorité sans trop de difficultés. Autre hypothèse, le Parti socialiste décide de se passer des libéraux, même si le MR s'est bien comporté dans ces élections. Et on constate qu'au Parlement bruxellois, dans ce cas, le Parti socialiste devrait s'associer au FDF et au CDH ou aux écolos pour avoir une majorité. Au Parlement wallon, le Parti socialiste et le CDH suffisent. Mais dans ce cas, eh bien, les libéraux pourraient faire pression sur les socialistes au niveau fédéral. Car au gouvernement fédéral, si les socialistes veulent se passer de la NVA, eh bien, ils ont besoin des libéraux. On n'en est pas là, bien entendu. La NVA est toujours dans la course au niveau fédéral. Bart De Wever est toujours l'informateur. Frédéric Delfosse l'a rappelé. On attend le premier rapport de l'informateur mardi. Il devra le présenter au roi. On saura sans doute à partir de ce moment-là, on verra peut-être à partir de ce moment-là un petit peu plus clair dans toutes ces coalitions. Alice. Merci Benoît Dutot pour cet éclairage. Et en attendant de savoir justement qui sera dans ces majorités, certains de ces 35 nouveaux députés wallons ont visité ce matin leur futur nouveau lieu de travail. Une sorte de rentrée des classes avant l'heure. Reportage Jimmy Méo, Aline Lejeune. Parfois impatients, parfois intimidés, c'est la première fois qu'ils mettent les pieds dans la salle des séances plénières. Le président se placera en dessous du coq. Ils découvrent la pièce la plus importante de leur prochain lieu de travail. Et donc on s'est inspiré de la Chambre des communes en Angleterre pour faire un parlement en vis-à-vis. J'aime assez la configuration plutôt anglo-saxonne. Je trouve que ça donne peut-être plus de densité, comme ça nous a été expliqué au débat. C'est assez impressionnant en fait, donc on verra un peu comment ça va se passer et j'ai vraiment hâte de travailler, mais c'est impressionnant d'être là, à côté du coq hardy, comme ça, dans l'hémicycle. 35 nouveaux élus sur 75 au total, et une dizaine d'entre eux a répondu à l'appel. Une visite guidée d'environ 1 heure dans des locaux phares du Parlement wallon, et puis aussi dans des pièces insoupçonnées. C'est vraiment un bâtiment magnifique et qui devrait être ouvert plus souvent au public, je pense. C'est important, mais je pense déjà pour rencontrer les collègues, pour rencontrer le personnel du Parlement, pour poser des questions plus pratiques. Et nous avons imaginé qu'ils voudraient assez rapidement venir découvrir les lieux dans lesquels ils pourraient travailler. Ils seront installés le 10 juin, mais comme ça, quand ils viendront le 10 juin, ils connaîtront déjà un tout petit peu les bâtiments. Retour donc dans quelques semaines, avec pour tous la volonté de s'asseoir du côté de la majorité. La communauté germanophone, elle, de son côté, a déjà son gouvernement. Ça n'a pas traîné. La coalition sortante entre les autonomistes du Pro-DG, les libéraux et les socialistes a été reconduite. Une fois de plus, donc, les socio-chrétiens sont rejetés dans l'opposition.
Un gouvernement qui sera dirigé, et là c'est une nouveauté, par Oliver Pache du parti autonomiste ProDG. À 42 ans, il est le champion des voix de préférence côté germanophone. Il succède à Karl-Heinz Lamberts, en place depuis 15 ans. Présentation avec Julien Modève, Mathieu Langer et David Muller. En communauté germanophone, les 4 partis traditionnels sont en recul. Seul cet homme a réussi une percée remarquable. Oliver Pache, 42 ans, ministre de l'enseignement, mais surtout tête de liste du parti régionaliste ProDG. Est-ce que les germanophones viennent d'élire à leur tête à Bart de Wever, germanophone? Certainement pas. J'ai bien entendu parler Benoît Lutgen qui nous a traités d'ultra-régionalistes. Savez-vous, les Belges germanophones savent qu'on n'est pas des régionalistes, on n'est pas des autonomistes. La communauté germanophone veut rester une entité fédérée, traitée sur un pied d'égalité avec les autres entités fédérées au sein d'un État belge solidaire et uni. Pourtant, la Wallonie risque de devoir faire face à une autre fièvre. Après celle de la Flandre, les germanophones vont bientôt mettre la pression. Ils ne cherchent pas l'indépendance, mais bien à obtenir leur propre statut de région. Objectif, gérer plus de matière par eux-mêmes. En fait, dans cette démarche, il est soutenu par tous les partis germanophones, y compris le mythique Karl-Heinz Lamberts, ministre-président depuis 15 ans. Les germanophones ont encore des demandes qui n'ont rien à faire avec une 7e réforme de l'État, mais qui ont exclusivement à faire avec l'amélioration des transferts de compétences entre régions wallonnes et communautés germanophones. Ici, il y a à peine 8% de chômage, contre bien plus du double dans certaines régions en Wallonie. Voilà pourquoi ils réclament plus d'autonomie et pouvoir gérer différemment une économie différente. À la une aussi de l'actualité, ce nouvel hommage aux victimes de la fusillade du musée juif de Belgique. Cette fois, ce sont les étudiants bruxellois qui se mobilisent. Une minute de silence a été observée dans les écoles secondaires de la capitale. Reportage au lycée d'Aschbeek, Adèle Lassouli et Thomas Quinet. Une minute de silence observée au même instant par des milliers d'élèves sur tout le territoire de la ville de Bruxelles. Un hommage aux victimes de la tragédie de la rue des Minimes. Ici, au lycée d'Aschbeek, on se sent particulièrement concerné. L'établissement scolaire n'est distant du musée que de quelques mètres. C'était choquant. Quand j'ai appris ça, j'étais franchement choquée parce que je passe par là tous les jours, ça pourrait très bien de moi, quoi. Donc ouais, c'était franchement choquant. On a vraiment été choqués de savoir ça, que ça s'est passé juste à côté de chez nous. Et ça pouvait aussi se passer dans notre école à nous. Donc voilà, c'est bien de conscientiser un peu les jeunes générations comme nous, les futurs adultes. Donc voilà, c'est une bonne chose de conscientiser, faire une cérémonie pour se remémorer de cet acte. Après le recueillement, la réflexion au nom du collège des échevins présents sur place. Yvan Mayer, le bourgmestre, a lu à haute voix quelques lignes pour dire l'indignation, pour inviter à la condamnation. Que la vie de nos quartiers soit brutalement interrompue par un tir meurtrier nous concerne tous. Face à cet attentat terroriste et antisémite, nous devons résister à la logique de la haine. Ce que nous avons voulu, c'est que les élèves puissent se rendre compte que nous sommes en démocratie et qu'en démocratie, c'est le débat évidemment qui doit prévaloir plutôt que la violence et que chaque être humain peut évidemment se positionner par rapport à des événements comme ceux-là. La cérémonie très solennelle s'est conclue sur les coups de 12 heures. Les élèves ont regagné leur classe, certains le visage empreint d'émotion. Oui, et malheureusement, ces actes de violence se répètent. Tôt ce matin, un jeune homme de 19 ans a été poignardé dans le centre de Bruges. Les agresseurs étaient au nombre de 2. Ils ont pris la fuite et sont activement recherchés. Concernant le double homicide, cette fois de Vitrival, le suspect de 40 ans, auteur présumé, a finalement été entendu ce midi par un juge. Il est soupçonné d'avoir tué son ancienne compagne et la mère de celle-ci. Un mandat d'arrêt pour double assassinat a été requis contre lui. De son côté, le principal suspect dans l'enquête sur les tueries du Brabant reste en prison. Jean-Marie Tink a été arrêté il y a 2 semaines maintenant. Il réclamait sa libération, mais la Chambre des mises en accusation de Mons a confirmé son mandat d'arrêt cet après-midi. Julien Crête avec Denis Caudron. Le cas du principal suspect, évoqué largement par la juridiction montoise. Après plusieurs heures de discussion, l'arrêt de la Chambre des mises est dévoilé en fin de journée. Jean-Marie Tink restera bel et bien derrière les barreaux de la prison de Nivelles. Son avocat s'y attendait déjà ce matin.
La Cour d'appel rend une décision qui ne va pas dans notre sens. C'est bien sûr une déception, mais ça n'est évidemment pas la fin de quoi que ce soit, ni un échec. Lors de l'arrestation de Jean-Marie Tink, la justice évoque un lien avec un portrait robot dressé en 1996, mais également 2 témoins qui auraient reçu les confidences du suspect pour son avocat. Il faut nuancer. C'est ça la particularité peut-être aussi de ce dossier, c'est qu'il ne dit pas que les autres mentent, il dit moi je suis un menteur quand je dis que j'ai participé aux tueries du Brabant. Dans les prochains jours, de nouveaux devoirs d'enquête seront réalisés pour tenter d'y voir plus clair sur le rôle exact joué par le suspect dans cette affaire. Une priorité pour son conseil, obtenir la libération. C'est une difficulté de se retrouver derrière les barreaux à son âge en disant mais je n'ai rien fait, je suis innocent de tout cela, moi il me le dit dans le blanc des yeux. Dans un mois, Jean-Marie Tink comparaîtra devant la chambre du conseil de Charleroi pour y demander une nouvelle libération, de quoi peut-être quitter la prison de Nivelles. Comme prévu, journée de grève ce vendredi dans les transports en commun à Charleroi. Un mouvement qui n'était pas cautionné par tous les syndicats. Seuls les chauffeurs affiliés aux syndicats socialistes et libéral n'ont pas travaillé. Bonsoir Benjamin Samin. Alors quel est le bilan de cette journée? Est-ce que malgré la polémique, le mouvement a été suivi? Effectivement, malgré la polémique, le mouvement a été relativement bien suivi. Alors on parlait au début de journée du fait que plus de 50% des bus ont quitté le dépôt. Eh bien, ce n'était finalement pas du tout le cas. On parle bien de plus de 80% du tram, du métro léger, comme on dit ici à Charleroi, qui ont quitté le dépôt. Mais au niveau des bus, on parle seulement d'un tiers des bus qui ont finalement trouvé le chemin des usagers. Alors un petit détail rapide. Alors au niveau d'Anderlu, par exemple, 89% des bus sont sortis. À Naline, 83% également. Mais ce sont des dépôts relativement petits. Alors les plus gros dépôts sont les dépôts de Jumet et de Janson. Alors à Jumet, 22% des bus seulement sont sortis et à Janson, 30%. Alors je vous rappelle brièvement que le fait que cette grève est due au fait que voilà une personne, une travailleuse a changé de statut sans avoir passé les examens obligatoires dans ce type de cas. Alors ça avait provoqué la colère des syndicats, mais finalement la direction avait trouvé une solution. Et bien malgré tout, certains syndicats comme la CGSP et la CGSLB ont maintenu le mouvement de grève d'une manière assez incompréhensible pour la direction. Une direction que nous avons rencontrée qui est relativement dépassée par les événements, qui ne comprend pas pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là. En tout cas, la direction estime que pour l'avenir, eh bien, cela va évidemment laisser des traces. Merci beaucoup Benjamin Samin. Le motif à l'origine de ce mouvement, vous venez de le dire, est jugé un peu léger par certains. Alors cette grève était-elle justifiée? Quand peut-on faire grève? Quelles sont les règles en la matière? Voyez le reportage de Benjamin Samin et Patrick Lejuste. Bruno est secrétaire permanent pour la CSC. Malgré les tensions que cela provoque, son syndicat refuse ce mouvement de grève des techs, une action qui au départ était pourtant légale. Du moment où il est préavisé, il est légal. Où ce qu'on ne comprend plus, c'est parce que lundi dernier, après 3 heures de négociation, la direction accède à la demande des organisations syndicales demanderesses et que malgré tout, le préavis est maintenu. Une situation quasiment unique, incroyable et désarmante pour la direction. Je constate que leur motivation varie de jour en jour, pour ne pas dire d'heure en heure. Donc moi, je n'en sais rien. Je ne sais pas pourquoi on a grève aujourd'hui au Tech Charleroi. La donne est donc faussée. Le groupe Tech a mis en place une procédure très précise en 4 étapes. La première a lieu au niveau des conseils d'entreprise où les problèmes sont posés. Si à ce niveau-là, il n'y a pas résolution d'un problème, ça passe à une deuxième étape qui est une concertation locale qui va réunir le directeur général et les représentants syndicaux pour trouver la solution. Si à cette deuxième étape, solution n'est pas trouvée, une troisième étape est ouverte, qui est une étape régionale, qui est la réunion d'un bureau de conciliation. Et si à cette troisième étape, il n'y a toujours pas de solution, les syndicats peuvent déposer un préavis de grève 5 jours calendrier avant le mouvement. Pendant ces 5 jours, un des représentants de ce bureau de conciliation, le président, la direction générale ou les syndicats, peuvent demander un bureau pour proposer une solution et sortir du conflit et éviter la grève qui sera annoncée à nos clients. Nous sommes dans cette cas de figure-là puisque une solution était trouvée dans les 5 jours de préavis. Et malgré cette solution, la grève a donc été maintenue. La direction nous a confié que ce coup de canif dans le contrat de confiance laissera des traces.
En bref, et au chapitre économique, ce chiffre, plus de 7 milliards d'euros. C'est le montant record de l'amende que pourrait devoir payer BNP Paribas au gouvernement américain. Motif, la banque française aurait contourné les embargos visant Cuba, notamment l'Iran et le Soudan. Sachez que cette amende pourrait avoir des conséquences chez nous, puisque l'État belge reste toujours l'un des actionnaires principaux de BNP Paribas. L'actualité internationale à présent, marquée par une nouvelle affaire de violence sexuelle en Inde. 2 adolescentes ont été retrouvées pendues à un arbre. Elles se seraient suicidées après avoir été violées par plusieurs hommes, dont au moins un policier. Jean-Pierre Martin. Les familles des 2 adolescentes ont osé braver la loi du silence et mobiliser les médias. L'histoire horrible des 2 jeunes filles violées et puis pendues s'est propagée au-delà de ce petit village pauvre situé sur les contreforts de l'Himalaya dans le nord de l'Inde. Les 2 adolescentes sont issues de la caste des intouchables, des sans-droits, des humiliés. Parmi leurs agresseurs, il y a au moins un policier. Ma sœur est sortie de la maison à 8h30. Elle s'est dirigée vers les champs où elle a été kidnappée par 4 hommes. L'un d'eux est un policier. La présence d'un ou 2 policiers parmi ces criminels est confirmée par le chef de la police. Un suspect a été arrêté et nous en recherchons 4 autres. Au moins un policier pourrait être impliqué. Selon les familles, les 2 jeunes filles auraient été violées et puis pendues. La mort d'une étudiante à Delhi en 2012, les viols d'une touriste danoise et puis polonaise ont mis en lumière ce fléau. En dépit d'une prise de conscience, la police continue à fermer les yeux, surtout quand il s'agit de villageoises pauvres issues de la caste la plus basse. Indignation aussi dans le pays voisin, au Pakistan, après la mort d'une jeune femme de 25 ans, enceinte de 3 mois. Elle a été lapidée, battue à mort par près de 30 membres de sa propre famille qui lui reprochaient d'avoir épousé un homme sans leur accord. Image maintenant de ces funérailles en Pologne. L'ancien dirigeant communiste, le général Jaruzelski, a été inhumé cet après-midi au cimetière militaire de Varsovie, en présence notamment de l'ex-président Lech Walesa. Jaruzelski est mort dimanche dernier à l'âge de 90 ans. Faut-il le rappeler, nous sommes à 3 semaines du coup d'envoi de la Coupe du Monde. On reviendra sur l'aspect plus sportif dans quelques minutes. Mais d'abord, voyons comment le Brésil se prépare dans cette dernière ligne droite. Pour rassurer les milliers de touristes qui feront le déplacement, le gouvernement brésilien a choisi la manière forte, la destruction de plusieurs favelas, ces bidonvilles des grandes villes du pays. Jean-Pierre Martin. Des larmes et de la colère. Les habitants de cette favela de Sao Paulo n'ont pas réussi à convaincre les autorités de les laisser vivre là encore quelques jours dans leurs baraques en bois. Ici, comme partout au Brésil, les favelas sont construites illégalement sur des terrains privés ou publics convoités par des promoteurs immobiliers. Ils nous avaient promis d'attendre, de nous laisser le temps de chercher un endroit où vivre. Et ils sont là. Les relations sont de plus en plus tendues entre la population et les unités pacificatrices de la police mises en place dans les favelas pour préparer la Coupe du Monde. Les policiers ont emmené ma petite fille de 8 ans, je ne sais pas où elle est. Le Brésil est un pays de contraste. À 13 jours de l'ouverture du mondial, la mairie de Rio préfère évidemment montrer d'autres images, celles de ces magnifiques plages. Il y a un tas d'endroits où aller sans dépenser beaucoup d'argent. Par exemple, les plages de Rio. Ce sont des endroits merveilleux. Dans les ruelles des favelas, voilà l'autre réalité. Des coups de feu. Entre les règlements de compte des capots de la drogue et les assauts de la police pacificatrice, les plus pauvres des Brésiliens, soit plus de 20% des habitants de Rio, vivent cette violence au quotidien. On les appelle les gueules cassées. Il s'agit de légumes tordus, abîmés, trop petits ou trop gros. Cela fait des décennies qu'ils sont exclus des rayons de nos supermarchés. Mais les choses pourraient bientôt changer. En tout cas en France, pour éviter ce gigantesque gaspillage, 3 enseignes ont décidé de vendre à moindre coût ces légumes abîmés. Reportage Olivier Pierre et Sébastien Dubois. Sur l'étal de ces maraîchers, les fruits et les légumes n'ont quasiment aucun défaut. Il s'agit de ne pas déplaire au client qui choisit d'abord avec les yeux. Les quelques produits moins beaux sont séparés des autres et gare aux fraises imparfaites. Elle a été marquée à la cueillette, donc le cueilleur l'a pressé un tout petit peu. Donc elle a une toute petite tache, et
Si elle se trouve au-dessus dans le ravier, le client ne va pas la prendre parce qu'il pense qu'elle est pourrie, alors qu'elle n'a absolument rien. Elle est délicieuse. Ces oignons sont parfaits, mais leurs queues sont un peu fanées. Conclusion. Elles viennent du même endroit, on peut toucher. Enfin, forcément, ça garde en guerre mieux, hein, parce que ça garde un peu plus vieux, les fans sont abîmés. Mais c'est le même prix. Ah, si c'est le même prix, alors si c'est le même prix, probablement ça que si. Oui. Est-ce que vous faites attention à la forme? Oui, aussi, bah oui, on est conditionné quand même, oui. Conditionné, formaté à l'uniformisation des produits, à laquelle la grande distribution a largement contribué. Ici, même constat, les fruits et légumes abîmés ou difformes n'ont pas la cote. La pomme de terre est totalement correcte à manger, elle est totalement consommable, mais elle a un calibre différent des autres. Et de ce fait-là, les gens ne l'achèteront peut-être pas, parce qu'elle se trouve trop grosse, trop dure, trop compliquée à éplucher. Le calibrage pousse les producteurs à abandonner une partie de leur récolte jugée impropre à la consommation. En Europe, 20% des produits frais seraient ainsi gaspillés à cause du délit de sale gueule. En France, des producteurs ont décidé de s'unir contre cette standardisation et ont créé un label, les gueules cassées. Ils misent sur la part des consommateurs conscients que goût et aspect sont deux choses différentes. Ça n'a pas d'importance si le goût est pareil. La forme, oui, la forme je m'en fiche. Parce que dans notre jardin, les légumes, ils sont pas tip-top, hein, donc voilà, dans mon jardin, ils sont pas super beaux, donc je les mange quand même. Dans la foulée des producteurs, 3 grandes enseignes françaises sont prêtes à donner leur chance aux fruits et légumes moches. Le retour des pommes de terre ou des oranges dites gracieuses est peut-être annoncé, mais pas à n'importe quel prix. Je pense qu'à un bas prix, ça se vendrait. Le client serait déjà de 1 attiré par le produit en lui-même, la normalité du produit. Et puis après, je pense que si on met un prix attractif à ce produit, je pense qu'il partirait aussi bien que les autres. Les produits seraient vendus 20 à 30% moins cher. Une condition pour réhabituer certains consommateurs à la réalité de la terre et une aubaine pour d'autres en temps de crise. Et concernant notre alimentation, toujours, sachez que le Belge mange de moins en moins de viande. En 2013, chaque année en moyenne, en 2013, chaque Belge en moyenne a consommé 20,7 kg de viande contre 21,6 en 2012, ce qui correspond à une diminution de 3%. Eux sont en train de suivre un régime alimentaire strict et un entraînement physique intensif. Nos Diables Rouges poursuivent leur stage en Suède. 3e journée, on parle beaucoup blessures et météo. Sur place, Vincent Legrève et Gilles Gingler. L'information principale concerne Koen Castells, victime d'une fracture du tibia le 6 avril dernier. Le 3e gardien fera partie des 23 joueurs qui iront au Brésil. Quant à Nicolas Lombards, blessé hier au genou gauche, il ne jouera pas dimanche contre les Suédois. Il a essayé après-midi, donc il voulait s'entraîner, mais puis on avait un peu mal. Je dis, hop, on ne prend pas de risque, tu sors. Aujourd'hui, ça allait déjà un peu mieux, donc on va voir lundi. On va quand même faire une IRM de contrôle pour voir si tout est bien. Mais alors là, si on s'en sort avec le stage sans aucun blessé, avec tous les joueurs en pleine condition, en pleine possession de leurs moyens, je crois que c'est très bien. Moins de 10 degrés, une pluie battante et un vent glacial. La météo très nordique de ce stage en Suède n'a rien à voir avec ce que les Diables auront au Brésil. Tout le monde a ressorti ses vêtements d'hiver. Daniel Van Buiten, qui pourrait être titulaire dimanche soir, ne se formalise pas. Après la Coupe du Monde, il arrêtera l'équipe nationale. Alors, il en profite. Oui et non, je pense qu'il y en a beaucoup aussi qui disent pourquoi t'arrêtes l'équipe nationale, tu as encore le physique pour, tu pourrais continuer, voilà, parce qu'on est bien dans le groupe. En même temps, ils disent voilà, c'est un groupe qui grandit et on a besoin aussi de joueurs expérimentés. Marc, merci pour ce stage et cette météo très brésilienne. Écoute, moi, ça ne me change pas grand-chose. Je suis habitué d'être mouillé, donc il n'y a pas de souci. Pour l'instant, ça va. Non, moi, non, il y a pas. Je crois qu'il n'y a pas eu un malade, rien du tout, donc ça va. En fait, pour les Belges, le plus grand danger est que le ciel suédois ne leur tombe sur la tête. Et avant les possibles exploits des Diables, c'est en boxe qu'un Belge risque bien de s'illustrer ce week-end. Alex Miskirtchian concourt dans la catégorie poids-plume. Il pourrait dès demain, lors d'un combat à Macao, être sacré champion du monde de boxe. Martin Vachéry, Christophe Clément et Michael Danse l'ont rencontré juste avant son départ. Alex Miskirtchian, 28 ans, 56 kilos, triple champion d'Europe poids-plume. Un solide Dinantais qui fait honneur à son surnom, Boum Boum. Quelques jours avant sa finale historique, il s'est offert une petite exhibition avec ses fans à Louvain-la-Neuve. Il livre ses dernières impressions avant de s'envoler pour Macao. C'est la guerre.
Je me sens toujours bien psychologiquement, c'est important, voilà, il y a des hauts et des bas, mais voilà, il faut avoir un bon mental. Toujours l'envie de vaincre, donc le reste ça vient tout seul comme je dis toujours. Le champion belge affiche des stats impressionnantes. 27 combats dont 24 victoires, 9 KO et 2 petites défaites. Alors à la veille du combat de sa vie, il sait qu'il peut compter sur de nombreux supporters. Ils sont séduits par ce boxeur et par la bonne image qu'il donne au sport. Il aide vraiment à la boxe belge à se faire connaître et on peut vraiment être fier de lui, quoi. C'est grâce à lui on se fait connaître et c'est vraiment bien. Ça permet aux gens de voir un peu ce que c'est la boxe et que c'est pas juste de la bagarre ou de se frapper. Enfin, pour moi, il a les chances de réussir et j'espère que ce sera au moins le premier Belge à devenir champion du monde. À Macao, Alex devra se mesurer à un adversaire de taille en finale du championnat du monde. Le Russe Eugeni Gradovic, vainqueur en titre. Avec son staff, le Belge a suivi un entraînement hors norme. On se prépare avec beaucoup de sérieux, ça fait plus de 2 ans qu'on est occupé. Il a déjà fait 4 voyages aux États-Unis et là il est avec Herman Soukassian à s'entraîner 6 heures par jour. Il a les préparateurs physiques, il a un programme diététique. Donc là maintenant ça fait 2 mois et demi qu'on est occupé à un régime de 300 à l'heure. Miskirtchian Gradovic, une opposition de style entre deux guerriers. L'occasion pour le Belge d'entrer dans l'histoire de la boxe. Un combat qui sera à suivre demain en direct depuis Macao dès 15 h sur Club RTL. Je vous le disais en titre, c'est le soulagement pour tous les Monégasques. Un héritier verra le jour d'ici la fin de l'année. Le prince Albert II et la princesse Charlène ont annoncé l'heureuse nouvelle en fin d'après-midi, ce qui met fin aux rumeurs les plus folles qui circulaient sur leur couple ces derniers mois. Martin Bildereis. C'est par un communiqué très laconique que le couple princier a fait parvenir la nouvelle aux médias en cette fin d'après-midi. Le prince Albert II et la princesse Charlène disent avoir l'immense joie d'annoncer qu'ils attendent un heureux événement, ajoutant que la naissance est prévue à la fin de cette année. Aucune précision sur le sexe de l'enfant. Une heureuse nouvelle que personne ne pouvait vraiment prédire. Il y a encore quelques semaines, la princesse Charlène devait démentir les nombreuses rumeurs de rupture concernant son couple. Des rumeurs qui n'ont pas cessé depuis leur union lors d'une fastueuse cérémonie en ce jour de juillet 2011. Depuis, la presse a souvent relayé des tensions avec son mari, la tristesse, sa solitude ou encore son manque de soutien au sein de la principauté. Aujourd'hui, tout est balayé d'un revers de la main. À 36 ans, c'est une première grossesse pour Charlène Wittstock. Le prince Albert, âgé de 56 ans, est déjà le père de 2 autres enfants qu'il a reconnus après leur naissance. Il s'agit du premier enfant du couple. Le bruit courait depuis plusieurs jours sur le rocher, notamment après un malaise de Charlène lors d'une visite d'État. Les Monégasques attendaient cette annonce avec impatience. Ce n'est pas moins que l'arrivée d'un futur héritier qui est attendu. Un petit prince ou une petite princesse pour perpétuer la dynastie des Grimaldi, vieille de 700 ans. Et je crois que ça... 19e édition cette année et durant tout ce week-end du festival Namur en mai, un festival dédié aux arts forains que nous font découvrir ou redécouvrir Jimmy Méo et Aline Lejeune. Juste quelques notes qui transportent le centre-ville de Namur. Des artistes, leurs instruments venus d'ailleurs et les passants qui sont comme sur une autre planète. La musique nous guide sans le vouloir vers ces galas. Eux, ils ont leur truc pour nous faire voyager. On avait des costumes, des casques et il y avait plutôt du vent et des confettis. Entre les manèges, le barbe à papa et les spectacles et les bestioles fabuleuses qu'on croise en rue, c'est vraiment un univers de rêve pour eux, quoi. Alors, Namur en mai, qu'est-ce que c'est ? Prenons un peu de hauteur. D'abord, on repère les manèges, comme la traditionnelle grande roue. Ça dirait des petites fourmis. C'est agréable de pouvoir voir Namur en haut, c'est chouette. Un peu stressant aussi. Un petit peu, ouais. Pas pour mon fils, lui il a l'air à l'aise. Mais au sol, c'est aussi et surtout des jongleurs, acrobates et faiseurs de rêves, comme Roger. C'est une merveilleuse vitrine. Ça nous permet de nous rencontrer entre artistes. On se découvre, on visionne quand on a le temps, parce qu'on travaille beaucoup. Et puis c'est surtout le plaisir d'être au contact de la foule directement. On a tous une rêverie qu'on a envie de partager, un monde qu'on a envie de reconstruire. Et pendant 4 jours, on peut un peu
échantillonner, je dirais, se mettre ensemble, être tous ensemble et pouvoir transformer un peu ça. Une cinquantaine de compagnies, des spectacles en tout genre depuis près de 20 ans qui vous transporteront jusqu'à dimanche. Petit tour dans l'espace à présent, à la découverte de la capsule Dragon V2. C'est le nouveau projet de vaisseau spatial américain, un engin qui permettra aux États-Unis de ne plus dépendre des Russes pour transporter leurs astronautes. Présentation signée Martin Bilterreis. Une nouvelle fusée spatiale en forme de Cuperdon blanc. Une présentation en grande pompe pour ce petit bijou de technologie. Dragon V2 pourra transporter du cargo, mais surtout des astronautes américains vers la Station spatiale internationale. Il est tout à fait concevable que nous puissions faire le premier vol en orbite. Nous le ferons d'abord 100 personnes dès la fin de l'année prochaine et le premier vol habité se fera en 2016. Je pense que c'est tout à fait réalisable. Cette capsule, fruit d'un partenariat public-privé, décollera du sol américain. Une première depuis la retraite en 2011 de la navette appartenant à la NASA. Un parfum d'indépendance. Depuis lors, l'agence spatiale américaine dépendait des Soyouz russes pour amener le fret et les passagers à l'ISS. Les récents événements en Ukraine ont accéléré le calendrier. Les fortes tensions entre Washington et Moscou ont poussé les États-Unis à infliger des sanctions contre l'industrie spatiale russe. Les Russes ont été jusqu'à faire payer plus de 70 millions de dollars pour un siège. Nous avons pris l'engagement de fournir un siège à la NASA pour moins de 20 millions. Au plus fort de la crise, l'adjoint de Vladimir Poutine avait, dans un tweet, suggéré que les Américains utilisent un trampoline pour acheminer leurs astronautes à la station. Avec Dragon V2, qui peut se poser sur Terre avec la précision d'un hélicoptère, la réponse ne se sera pas fait attendre. Les Américains qui s'apprêtent aussi à commémorer le 70e anniversaire du débarquement de Normandie. Ils étaient tout jeunes à l'époque et ils s'en souviennent comme si c'était hier. Vous entendrez ce soir, juste après le journal, le témoignage notamment de plusieurs de ces soldats américains. Une émission spéciale présentée par Thomas Vanham est baptisée « J'ai vécu le débarquement ». On regarde tout de suite un extrait. 6 juin 1944 au lever du jour, 6000 bateaux, plus de 150 000 soldats alliés se dirigeaient vers les plages de Normandie. Et parmi eux, certains avaient une mission encore plus périlleuse que toutes les autres. Elle allait être l'événement majeur du débarquement. Alors que les hommes s'approchaient des plages, une unité d'élite de Rangers américains était prête à prendre la pointe du Hawk et détruire son système de défense. Dans le ciel, les avions espions alliés suivaient l'évolution des événements. Ils assistaient impuissants au carnage de Omaha Beach, le sacrifice de centaines d'hommes. Il y avait de l'huile, de la fumée, des explosions, des soldats massacrés. Tout ce qu'il y a de désagréable était là. Ils ont dû traverser 300 mètres de plage sans aucune couverture. Ils ont été littéralement massacrés. Tous les hommes de mon groupe ont été tués. Ça a été un horrible gâchis. C'était un moment abominable. Avant de se quitter, on va donc jeter un coup d'œil aux vidéos les plus consultées sur rtlinfo.be avec d'abord cette minute de silence ce matin dans les écoles de la ville de Bruxelles en hommage aux victimes de la fusillade de samedi au musée juif de Belgique. Ensuite, une escroquerie mise au jour en Italie. La police a saisi plus de 30 000 bouteilles contrefaites de grands vins comme le Brunello. Et puis enfin, 300 membres du Rotary Club ont grimpé au sommet du Harbour Bridge, le célèbre pont de Sydney, une action pour récolter des fonds pour éradiquer la polio. Voilà, fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, les prévisions météo d'Audrey Lenens, suivies donc de cette émission spéciale « J'ai vécu le débarquement » présenté par Thomas Vanham. Pour l'information, je vous retrouve avec plaisir demain à 13 h et durant tout ce week-end. Excellente soirée. Retrouvez toute l'info en radio sur Bel RTL et en continu sur rtlinfo.be.